Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Tapis Blanc. Nous nous sommes déplacés aujourd'hui dans la MRC des Appalaches, dans la belle ville Tet-For-Mine, bien sûr dans la grande région des Appalaches. Aujourd'hui, nous avons le privilège, comme d'habitude, de recevoir un homme très engagé. Il s'agit du maire, monsieur Marc-Alexandre Grousseau, qui est le maire de Tet-For-Mine depuis déjà presque 10 ans, car c'est son 3e mandat. Il est membre de plusieurs comités, il a été directeur de plusieurs autres organismes et organisations. Je me déplace partout. Si je ne suis pas à un événement, c'est parce que je suis à un autre événement. Je dis jamais non. Donc, je rencontre les citoyens. Enfin, sur ce plateau, bien sûr, de l'émission Tapis Blanc, qui est une émission consacrée aux élus. Et monsieur le maire, nous vous remercions déjà d'avoir accepté de nous consacrer un peu de votre précieux temps. Avec grand plaisir. Alors, monsieur le maire, très beau ici, hein? C'est très beau. Alors, comment on se sent d'être le maire d'une si belle ville? Ben, c'est avec beaucoup de fierté. En fait, on est une ville qui a vécu des périodes assez difficiles. On a vécu des années fastes, des années difficiles. Puis là, maintenant, on est dans une belle ère d'aller. Alors, de voir comment ça se développe chez nous, on en est très fiers. Alors, monsieur le maire, dites-nous un tout petit peu, qu'est-ce qui vous pousse à rouler aussi vite? Ben, en fait, il faut me connaître depuis mon jeune âge. J'ai toujours été très impliqué, j'ai toujours été impliqué dans tout. J'ai été impliqué dans le sport, dans la culture, dans tout ce qui se faisait dans ma ville. Alors, le rythme de vie que j'ai aujourd'hui, c'est le rythme de vie lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais adolescent, lorsque j'étais jeune adulte. Alors, pour moi, de m'impliquer dans ma communauté, c'est une façon de vivre. Donc, la politique, c'était naturel pour moi. Puis en fait, quand je me suis lancé, pour la plupart des gens, ce n'était pas une surprise. C'était pas un mandat de trop? Non. Au niveau du 3e mandat, je pense que les gens le manifestaient à l'effet qu'ils souhaitaient que je continue. La question que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui, parce que naturellement, on le sent dès l'enfance, qu'on a un penchant ou alors une propension vers un métier. Est-ce que le fait d'être maire, c'était un rêve d'enfant? Comment vous vous retrouvez là? Parlez-nous un tout petit peu de monsieur le maire. En fait, je suis quelqu'un je me suis toujours intéressé à tout. Alors, à la base, je crois que pour exercer un métier de maire, comme la ville est impliquée dans plein de domaines dans la sphère de vie des gens, il faut être quelqu'un quand même qui est polyvalent, qui s'intéresse à tout. Ça a toujours été mon cas. Et pour moi, ça a été à la fin du secondaire que je me suis vraiment intéressé à la politique. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours su que je ferais de la politique. Votre parcours? Oui, en fait, c'est là que j'arrivais, parce que pour faire de la politique, on ne peut pas tomber tout d'un coup politicien, il faut monter un bagage. Okay. Et puis, si je suis maire aujourd'hui, c'est par l'accumulation des différents bagages que j'ai acquis, tant au niveau professionnel que dans les différentes applications que j'ai faites. Donc, j'ai commencé à travailler en politique active comme attaché politique pour un député. Ensuite de ça, je suis allé organiser les Jeux du Québec qu'on avait ici, donc dans les grands événements. J'ai été directeur de chambre de commerce, j'ai été commissaire industriel, j'ai été directeur de banque, directeur de compte aux entreprises dans le milieu bancaire. Puis en parallèle de tout ça, je me suis impliqué dans le sport, dans la culture, dans la musique, dans les arts de la scène, dans à peu près tout ce qui se fait. Alors, les gens, je connais énormément de gens parce que j'ai touché à tout. Un homme de défis. Un homme de défis, puis un homme de passion, je crois. De passion. Ouais. Et des 3 mandats, lequel a été plus difficile à remplir? Le premier, les 3 élections, s'il vous plaît. Le premier, évidemment. Le premier, en fait, j'étais pas conseiller municipal à ce moment-là. On était 4 candidats à la mairie, 3 anciens conseillers municipaux et moi. J'étais
quand même assez bien connu dans le milieu, mais il reste que tout le monde... c'est un test d'humilité, hein, la politique. On pense que tout le monde nous connaît, puis la réalité, c'est que lorsqu'on cogne nos portes, on croise beaucoup de gens qu'on n'a jamais vus de notre vie. Alors, évidemment, le premier mandat était un peu plus difficile, mais j'ai quand même remporté mes élections dans tous les bureaux de vote de la ville, malgré le fait qu'on était 4. Donc, pour moi, ça a été une belle réussite. C'est possiblement l'élection dont je suis le plus fier, même si mes résultats ont été beaucoup plus forts lors des 2 élections subséquentes. Et actuellement, ce qu'on se demande, est-ce que vous croyez, comment vous ressentez l'amour, le retour de cette passion que vous donnez à vos concitoyens? Ben, on entend beaucoup dire que les citoyens sont difficiles et sont acerbes envers les élus. Dans certains cas, c'est vrai, mais moi, j'ai un style de politique où est-ce que je suis très présent dans le milieu. Je me déplace partout. Si je ne suis pas à un événement, c'est parce que je suis à un autre événement. Je dis jamais non. Donc, je rencontre les citoyens sur le terrain, dans leurs activités, à leur maison, partout. Alors, le retour positif, je l'obtiens. Okay. Si on se fiait seulement sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, avec quelques citoyens qui sont dans leur sous-sol et qui se permettent toutes sortes de commentaires négatifs, ben j'aurais peut-être plus de difficulté à faire la balance des choses. Mais en étant très présent sur le terrain, en rencontrant abondamment des gens qui me remercient pour mon travail, qui disent qu'ils sont fiers de m'avoir comme maire, ben c'est sûr que c'est la table dans l'eau qu'on a besoin pour avoir continuer. Quel bilan vous pouvez tirer déjà des 2 dernières années et en mi-mandat, puisque ça fait 2 ans, ça fait 10 ans déjà, hein? Ça fait 10 ans. Alors, quel bilan vous pouvez tirer, mettons, des 2 années et demie de mandat? Ben, en fait, le gros travail qui a été fait, je crois que pour le commun des mortels ici, les gens ont beaucoup plus de fierté envers leur ville. On a travaillé beaucoup sur l'image de la ville, sur le fait que nous, on savait que ça allait bien ici. Le commun des mortels en ville ne savait pas nécessairement parce que l'économie roulait bien. L'économie, c'est pas toujours quelque chose qui est tangible. Donc, nos industries allaient bien, le commercial commençait à aller bien aussi, mais tant que ça ne touche pas les gens directement, c'est moins visible. Quand on a commencé à avoir des nouvelles bannières commerciales au grand public qui s'installaient, quand on a commencé à avoir le résidentiel, le marché résidentiel qui s'est enflammé chez nous, ben les gens se sont dit effectivement il se passe quelque chose ici. Maintenant, il fallait le faire savoir parce qu'à partir de quand c'est connu chez nous, il faut le faire connaître ailleurs aussi. Et ici, on est dans un désert médiatique. Alors, je vous remercie beaucoup d'être ici aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de difficultés à faire passer nos messages dans les médias traditionnels. On est à 1 heure de Québec, 1 heure de Sherbrooke. Et si on demande à ces médias-là de venir chez nous, bien, Sherbrooke va nous dire que Québec va venir, puis Québec va nous dire que Sherbrooke va venir, et qui vient, personne. Alors, on a vraiment une difficulté à faire savoir à quel point chez nous, on a tourné la page par rapport à l'industrie minière qui nous a fait naître, et qu'on en est reconnaissant parce que ça a bâti notre ville, ça a bâti notre économie. Maintenant, ce que les gens entendent parler, c'est que les mines sont fermées, donc ça doit aller mal. Et non, c'est pas vrai. Maintenant, ça va bien chez nous. On a des entrepreneurs extrêmement créatifs qui ont rebâti notre économie. Notre économie s'est rebâtie à peu près 20 à 30 ans. On a complètement changé nos nouveaux créneaux d'économie. Et aujourd'hui, ça va extrêmement bien. On vit la pénurie de main-d'œuvre que tout le monde connaît, mais probablement avec un cran ou 2 plus élevé. On a régulièrement un taux de chômage sous les 2 %. On a des entreprises qui ferment, on a des résidences personnes âgées qui ferment, on a des restaurants qui ferment parce qu'ils n'ont pas suffisamment de main-d'œuvre et ça devient trop lourd à porter. Un jour, ils ferment à cause de ça. On a un grand besoin de main-d'œuvre et comme on avait un déficit au niveau de l'image, il faut absolument faire savoir aux gens que chez nous, on a des maisons les moins chères au Québec, on a de l'emploi en abondance, on a une qualité de vie, on a de la nature, on n'a pas de trafic. C'est un endroit extrêmement agréable pour les gens de venir vivre. Doit-on avoir peur de l'amiante? D'autant on va parler de l'amiante. Vu que votre ville est connue comme étant comme un creuset de l'amiante. Généralement, c'est quand même assez péjoratif pour exactement. La société. C'est pour ça qu'il faut travailler notre image. Parce que là, tout à l'heure, j'ai parlé de mon bagage professionnel, j'ai pas parlé de mon bagage scolaire. J'ai un baccalauréat en sciences politiques. J'avais débuté ma maîtrise en sciences politiques et mon sujet de maîtrise à l'époque, et ça me vieillit un peu, c'était déjà 25 ans, c'était les raisons politiques du bannissement de l'amiante en France. Okay. Alors, c'est un sujet que je connais sur le bout de mes doigts. Est-ce qu'il faut avoir peur de l'amiante? La réponse est ça dépend des circonstances. Okay. Donc, on ne va pas mourir d'amiante si on croise l'amiante une fois dans notre vie. Okay. Si on est en présence d'amiante pendant 5 minutes, ce n'est pas vrai. Maintenant, les conditions d'hygiène industrielle à l'époque que les mines étaient en fonction étaient inacceptables. Et on a des générations de travailleurs ici qui ont vu leur santé être abîmée. Il y en a qui en sont morts et c'est absolument déplorable. Maintenant, il y a possibilité de travailler avec l'amiante, en faire des choses, en faire des produits, les transformer et se protéger adéquatement au moment où on le manipule.
Maintenant, ceci étant dit, les deux paliers de gouvernement ont quand même choisi de mettre fin complètement à l'industrie de l'amiante et à toute possibilité de vendre ou de produire des matériaux contenant de l'amiante. Donc, pour nous, c'est relégué votre industrie. Hein? Ça a quand même touché les entrepreneurs. On est passé de 5 000 emplois directs dans les mines à zéro. Alors, pour nous, maintenant, l'industrie de l'amiante, c'est dans les livres d'histoire. OK. On ne renie pas ce qui s'est passé. Ça fait vivre notre ville, ça a enrichi le Québec, ça a enrichi le Canada, qui aujourd'hui, on demande à ces deux paliers de gouvernement-là d'être encore présents parce que c'est une décision gouvernementale de mettre fin à cette industrie-là. Il se vend plus d'amiante aujourd'hui qu'il s'en vendait avant. On a seulement choisi que c'était la Russie qui allait le vendre au lieu du Canada. C'est ça la réalité. Je vois avec pas mal moins de scrupules. Je vois où vous m'amenez, mais je ne vais pas vous suivre, monsieur le maire. Aucun problème. Alors, ma prochaine question serait assez simple. Vous l'avez mentionné un tout petit peu. Je me souviens, le gouvernement fédéral vous a quand même accompagné au niveau, bien sûr, de l'amélioration de votre image. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Bien, en fait, lorsque je dis que les paliers de gouvernement, on leur demande quand même de nous aider par rapport à ce qui s'est produit avec les décisions gouvernementales de mettre fin à l'industrie de l'amiante. Le fédéral a répondu présent de belle façon, avec un fonds de 50 millions pour la diversification économique de notre région, avec des conditions qui étaient attrayantes et qui ont été réellement productives pour différents projets. On est ici à notre hôtel avec le centre de congrès. Le centre de congrès est ici. Ce centre de congrès-là est possible en raison du fonds de diversification économique du fédéral. Le provincial a été moins généreux avec un fonds qu'on a arraché de peine et de misère avec des conditions beaucoup moins favorables et au lieu d'être de la subvention, c'était presque exclusivement du prêt, ce qui faisait en sorte que c'était très comparable au programme financier déjà existant. Maintenant, il commence à répondre un peu plus présent. Il y a un travail de fond qui se fait, mais il reste que les problèmes qui nous sont causés par le gouvernement provincial et ses différentes instances en raison de la présence d'amiante. Donc, il y a eu un balancier au niveau de l'amiante qui est allé d'un côté où est-ce qu'à l'époque, c'est vrai que c'était pas correct. Okay. Le balancier est reparti un peu trop loin de l'autre côté. On a hâte qu'il se place au centre. Qui reviennent là. Vous ne leur en voulez pas en tout cas? Au gouvernement provincial, c'est un peu plus difficile la relation qu'on a avec eux dans le dossier de l'amiante. Présentement, ça commence à bouger, on espère dans le bon sens, on espère rapidement, parce que ça nous implique énormément de coûts ici, étant donné la présence de résidus miniers. On voit ici au site où est-ce qu'on est, devant nous, on a un beau bassin, on a des éoliennes, mais on a aussi une image de notre passé qui est les montagnes de résidus miniers. Donc, des montagnes construites par l'homme en fonction des mines, des résidus miniers qui s'accumulaient. Donc, on en a pour 400 millions de tonnes ici dans la région. Parlant d'amélioration, oui. Vous savez, nous sommes le média de la diversité culturelle de la diaspora et bien sûr de l'intégration. Alors, nous aimerons aborder un cas assez important. Le monde entier, depuis un moment, vit une pénurie incroyable. Et bien sûr, Tedford est touché. Actuellement, on peut aussi constater que la plupart des villes font l'effort nécessaire pour pouvoir avoir cette main-d'œuvre qui va leur permettre de se relancer. Quelle est votre politique d'attraction, d'intégration, de rétention des immigrants ici à Tedford Mines? En fait, on pense que pour attirer et pour retenir, il n'y a pas une solution. C'est un panier de solutions qu'il faut mettre en place. La première chose. C'est important. Oui, mais en fait, je pense que le premier élément, on l'a abordé tout à l'heure, c'est l'image. Okay. Il faut d'abord que les gens aient envie de venir ici, qu'ils soient contents d'être ici. Ensuite de ça, il y a tout le panier de services qu'on va offrir à tous nos citoyens, mais qu'on aura la responsabilité de faire connaître le mieux possible à nos nouveaux arrivants. Parce qu'en fait, pour qu'ils aient envie de venir, les nouveaux arrivants, puis qu'ils aient envie de rester, bien, il faut qu'ils comprennent ce qui se passe chez nous. Alors, c'est pour ça qu'on a mis en place un programme des nouveaux arrivants où est-ce qu'on veut les accueillir le mieux possible. On a un conseiller municipal qui va aller remettre un cadeau de bienvenue à tous les nouveaux arrivants qui s'installent chez nous. Okay. Ensuite de ça, on va offrir des visites de l'hôtel de ville, des visites, un tour guidé en autobus. Ça, c'est pour tout le monde, hein? C'est pour tous ceux qui arrivent chez nous, qui nous proviennent qui nous proviennent de Chibougamau, ou qui nous proviennent du Mali, ou qui nous arrivent de Paris, ou qui nous arrivent de Washington, D.C. Du Sénégal et du Cameroun aussi. Du Sénégal et du Cameroun, effectivement, et de Côte d'Ivoire. La dernière fois, j'avais des gens de Côte d'Ivoire qui étaient là. Okay. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on leur permet d'avoir une visite. On va organiser une fête des nouveaux arrivants, aussi une fête des citoyens, pour les mettre en contact avec nos citoyens, parce que moi, je crois fondamentalement qu'à la base, les gens vont être bien ici, à cause de l'abordabilité du logement chez nous et du fait qu'on a tellement d'activités à offrir dans tous les domaines que les loisirs de chacun peuvent être comblés chez nous. Encore faut-il le savoir, encore faut-il être mis en contact et faire le premier pas pour s'intégrer. À partir de là, quand les gens peuvent faire leurs loisirs chez nous, ben, ils vont s'intégrer dans notre communauté, ils vont avoir envie de rester, leurs enfants vont s'intégrer également, et puis la roue va tourner.
Puis après ça, ils vont dire à leur famille, à leurs amis qu'ils sont bien chez nous. Les autres vont bien aussi. Au niveau des entrepreneurs, des sociétés, bien sûr des compagnies, est-ce que vous donnez des facilités, pour ne pas dire peut-être, vous avez des programmes qui leur permettent d'aller chercher éventuellement cette main-d'œuvre nécessaire et inconditionnelle pour bien sûr la relance économique de TEDFOR? Oui, ben en fait, ce que je vous parlais tout à l'heure, c'était les actions de la ville directement comme organisme municipal. Mais évidemment, comme bien d'autres régions, on a des organismes qui vont traiter d'immigration. On a des organismes de développement économique qui vont accompagner les entreprises dans leur démarche de recrutement. On a des ressources spécialisées dans le privé aussi qui vont pouvoir accompagner les gens qui vont vouloir s'en venir ici. On a un cégep qui est extrêmement dynamique en matière d'immigration. Ça compte pour une bonne part des étudiants de notre cégep ici en région. On était dans les premiers au niveau des cégeps à aller chercher des étudiants étrangers. Ça a commencé à changer l'image de notre ville parce que si on recule de quelques décennies, des gens qui proviennent de partout sur la planète, il n'y en avait pas tant que ça. Tandis que maintenant, on estime environ 90 nationalités présentes sur notre territoire, pour une ville de 26 000 habitants. Alors c'est majeur et c'est bienvenu. Pour bien sûr cette diversité culturelle, cette minorité, je vais dire progressivement visible, est-ce que vous croyez qu'ils ont, lorsqu'ils arrivent selon vous en tant que maire, sûrement vous avez des oreilles partout, est-ce que vous croyez qu'ils ont des enjeux vraiment majeurs? Le logement, évidemment, c'est l'enjeu. Qu'est-ce que vous faites pour ça? On investit comme ville, évidemment, en différents programmes de logements sociaux. Donc, encore cette année, il y a plusieurs... on doit dépasser la centaine de logements sociaux qui vont se construire cette année. On ajoute des programmes de supplément de loyer aussi pour faciliter l'abordabilité des logements. On essaie d'être facilitateur avec nos promoteurs privés qui construisent du logement aussi parce qu'il faut avoir toutes les gammes de logements. Oui, on cherche du logement social, on cherche du logement abordable, mais on cherche aussi de bonifier notre offre de logement pour que ça corresponde à tous les besoins. Et les promoteurs sont présents, répondent aux rendez-vous parce qu'on a été quand même assez longtemps où est-ce qu'on a vécu une économie qui était difficile, les promoteurs immobiliers n'étaient pas au rendez-vous. Maintenant, on peut dire que depuis quelques années, l'offre de logement s'accroît de façon exponentielle et ça fait en sorte qu'on a vécu à un certain moment un pic de difficulté à se loger chez nous. C'est encore difficile, mais c'est moins pire qu'avant. On a des bâtiments importants qui étaient vacants depuis un certain temps, qui maintenant sont repris par des promoteurs qui les retransforment en logements. Donc, ça nous aide beaucoup à faire en sorte d'accueillir les gens. Donc, c'est sûr que c'est le principal enjeu, parce que sinon, au niveau de la disponibilité des emplois, ils sont là, les emplois. Là, présentement, il y a un petit ralentissement qui fait en sorte que c'est peut-être un peu moins l'abondance que ça l'était il y a un an ou deux, mais ça se passe quand même très, très bien de ce côté-là. Et, à mon avis, les gens sont très bien accueillis ici parce que tout le monde ici sait qu'on manque de main-d'œuvre. Le talon d'Achille, en un mot. Vous le savez, c'est la discrimination. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ici à TEDFOR Mine? En fait, il faut que ça soit dénoncé à chaque fois que ça arrive, parce qu'on est en 2023, on n'a pas encore compris que tous nos nouveaux citoyens, peu importe d'où ils viennent, sont les bienvenus, vont contribuer à améliorer l'offre de services dans notre ville, améliorer la diversité, améliorer notre qualité de vie. C'est incroyable qu'on puisse penser qu'il y a encore des formes de discrimination. Donc, il ne faut absolument pas que ça arrive. Puis nous, on va intervenir avec les moyens dont on dispose, avec les organismes qui peuvent nous aider à faire de la sensibilisation, à passer des messages. Parce que ma réponse principale, c'est qu'on est en 2023. Ça n'a juste pas de bon sens. Vivons dans notre époque. On est avec Afrique Remit vous permet d'envoyer de l'argent en Afrique sans frais et en toute sécurité au Cameroun, au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal et au Kenya. Vous pouvez aussi transférer de l'argent par Mobile Money, Express Union et faire des dépôts bancaires. Profitez-en pour payer vos factures d'électricité, d'eau et de télévision à partir de la plateforme d'Afrique Remit. Rechargez votre carte UBA pour vos différentes transactions. Les agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et tous les retraits sont gratuits. Qu'attendez-vous? Téléchargez l'application Afrique Remit et commencez à en profiter. Alors, de retour à cette émission Tapis Blanc où on reçoit le maire de TEDFOR Mine, bien sûr, une belle ville située dans le MRC, ici dans les Chaudières-Appalaches, avec plus de, je dirais, 26 000 habitants et ça fait son 3e mandat.
Il n'a pas peur. Monsieur le maire. Je n'ai plus peur. Monsieur le maire. Oui. On sait que la jeunesse est très dynamique. Elle devient de plus en plus dynamique. Avec l'arrivée, bien sûr, aussi des réseaux sociaux, elle devient très entreprenante. Quelle est votre vision de cette jeunesse? Où est-ce que vous la voyez dans quelques années? Et comment vous contribuez à ce qu'elle puisse, bien sûr, prendre la suite? Ben, en fait, comment j'exprimerais ça? On veut être certain que nos jeunes comprennent toutes les opportunités qu'ils ont devant eux. Donc, bien comprendre que chez eux, maintenant, c'est possible de travailler dans à peu près tous les domaines. Donc, il faut que leur premier choix dans la vie soit de demeurer ici au retour de leurs études, pour ceux qui font des études supérieures, sinon, ben, qu'ils choisissent de travailler ici dès que c'est possible. Maintenant, une de ces options-là est également de devenir entrepreneur. Ici, on a bâti ce qu'on appelle l'écosystème entrepreneurial. Donc, on est extrêmement dynamique dans notre façon de promouvoir l'entrepreneuriat. En fait, on entreprend, sans jeu de mots, les jeunes dès l'âge du primaire. Dès l'âge du primaire, on organise des activités de sensibilisation à l'entrepreneuriat auprès d'eux. On organise la grande journée des petits entrepreneurs ici, qui est une organisation provinciale. Mais sachez que le plus gros rassemblement de petits entrepreneurs au Québec, on se le dispute avec Montréal à chaque année, mais on a réussi à quelques reprises que le plus gros rassemblement de petits entrepreneurs soit dans une ville de 26 000 habitants au Québec. Okay. Parce que nous, on essaie de stimuler vraiment nos jeunes à participer à ce genre d'activité-là. On organise à l'âge secondaire une émission qui ressemble un peu à l'œil du dragon, que les jeunes fassent des projets. On organise du mentorat, on a un incubateur d'entreprise également. Donc toute la notion d'entrepreneuriat est mise de l'avant chez nous parce qu'on veut vraiment... Et c'est ce qui a fait en sorte qu'on a reconverti notre économie aussi rapidement. On a des entrepreneurs créatifs et on veut qu'il y ait une relève au bout de l'entrepreneuriat également. Vous affinez bien votre fer de lance, si je comprends bien. Il le faut. Il le faut. Parlons bien sûr d'entrepreneuriat, parlons aussi de... je reviens un tout petit peu en arrière sur la diaspora et la diversité culturelle. On a dit que votre Tech4 devient très densifié au niveau bien sûr de la minorité de plus en plus visible. Mais elle n'est pas très visible dans votre staff. Comment vous expliquez ça? Par les candidatures qu'on reçoit. Vous ne recevez pas de candidature de la diversité culturelle? On en reçoit peu. On en a quelques-uns, des employés de diversité culturelle, on en a quelques-uns. On aimerait beaucoup en avoir davantage. Évidemment, on fait des... Vous en avez dans votre bureau? Oui, il y en a. En fait, la personne qui reçoit des gens à l'hôtel de ville, c'est une personne de diversité. Okay. Il y en a au niveau de nos employés manuels également. Okay. Mais en même temps, il en manque. Il en manque. On en voudrait plus. Pour ça, ça prend des candidatures. On est tout à fait faudrait que vous soyez un peu comme Longueuil à un moment donné, parce que je salue d'ailleurs la mairesse que nous avons eu le plaisir de recevoir. On espère dans 2 ans de venir voir aussi ne serait-ce qu'un tiers ou peut-être la moitié qui soit des personnes issues de la peu importe la proportion, il faut que ce soit davantage, parce qu'on en souhaite davantage. Maintenant, on a des difficultés de recrutement comme toutes les autres organisations. Alors, si le message qu'on est en train de lancer aujourd'hui peut donner envie aux gens de venir chez nous, parce que je répète, on a les maisons les moins chères au Québec, l'abordabilité du logement et des emplois disponibles, ça me fera plaisir de recevoir les gens. Parlons des femmes. Oui. Quelle est la place des femmes aujourd'hui dans la vision que vous avez pour Tech4 Mind? Est-ce qu'elle atteint déjà ce que vous aviez prévu ou pas encore? Ben écoutez, ça va dépendre à qui on parle, mais c'est sûr que si vous parlez... On parle des femmes? Si vous parlez à moi, oui, ben pour moi, que les gens, que la personne soit une femme ou un homme, on regarde les compétences, on regarde les qualités. Pour moi, c'est absolument pas un frein. Okay. Et puis, en fait, j'ai nommé la première femme directrice générale à la ville de Thetford, qui est une collaboratrice très proche pour moi. Ici, dans la région... On peut la nommer. Marie-Ève Mercier, elle est excellente, donc je la salue. Nous la saluons aussi. Exactement. Notre préfète ici est une femme aussi. Donc, en fait, à la hauteur de ce que les femmes vont vouloir participer. Puis on le voit, au niveau des élus, entre autres, souvent on va dire qu'il n'y a pas suffisamment d'élus femmes. La réalité, c'est que les femmes sont élues dans la même proportion qu'elles se présentent. Autant au niveau des conseillères municipales que des mairesses, c'est exactement dans la même proportion. Donc plus il y aura de candidatures, on encourage les femmes à se présenter parce qu'elles ont leur place autant que les hommes. Présentez-vous. Présentez-vous, vous serez élu en plus grand nombre et vous aurez davantage d'influence sur notre société. C'est presque la même balance que le manque de diversité dans
Exactement, exactement. Présentez-vous. Présentez-vous, on va vous recevoir à bras ouverts. La société se fait de plus en plus vieille. Les aînés prennent aussi déjà une bonne place dans notre écosystème, dans notre je dirais dans le monde. De par la qualité de vie qu'on a, on vieillit facilement bien. Qu'est-ce que vous faites pour que ces aînés se sentent un peu plus pris en compte et qu'ils se sentent un peu plus protégés? Oui, ben, il y a différents éléments qu'on peut répondre à cette question-là. En fait, la première chose, je crois, c'est d'essayer de briser l'isolement. Donc, on a différents organismes qui travaillent. Il y en a qui travaillent très, très bien. Je suis Mme Diabong qui s'implique dans ce genre d'éléments-là. Mais aussi plein d'autres organismes qui offrent des loisirs aux gens. Donc, le premier objectif, c'est de sortir les gens de chez eux pour qu'ils continuent à bouger, qu'ils continuent à voir les gens, qu'ils continuent à socialiser. Donc, ça, c'est une première chose. D'un point de vue sécurité, ben, on a un programme, entre autres, ici, qui s'appelle le programme PAIR, qui fait en sorte que les gens sont contactés tous les jours pour un système automatisé. Alors, ben, si jamais ils ont un problème de santé puis ils ne peuvent pas répondre au téléphone, ben, ça déclenche un système d'alerte où est-ce qu'on va aller s'assurer que les gens sont bien. C'est nouveau, ça? Ça fait plusieurs années que ça existe chez nous. On peut confirmer que ça a sauvé une vie il y a quelques années. Donc, de quelqu'un qui était dans la difficulté, puis c'est ce système-là qui a fait en sorte qu'on est allé voir et la personne était réellement en difficulté et en serait probablement décédée si le programme PAIR n'avait pas été mis en place. Alors, et puis c'est ça, l'idée c'est d'avoir un bon réseau social, avoir un bon réseau communautaire. On est reconnu ici dans notre ville pour avoir des organismes communautaires très très variés qui offrent des services de toutes sortes pour accompagner les gens, peu importe les épreuves qu'ils peuvent rencontrer. Évidemment, comme ville, on appuie ça puis on soutient financièrement beaucoup de ces organismes-là parce que c'est important pour que les gens aient une meilleure qualité de vie. Puis c'est vrai aussi lorsque les gens avancent en âge parce que parfois ils vont avoir des besoins qui vont se déclarer. Ils n'ont peut-être plus toujours le même réseau qu'ils avaient pour pouvoir se soutenir. Alors, ben, c'est la société qui doit prendre le relais. Ma question, je suis tenté de vous demander où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Est-ce que c'est un nouveau mandat? Est-ce que vous allez plus haut? Est-ce que vous changez de palier? Dans 5 ans, en fait... dans 5-10 ans, en politique? J'ai étudié en politique, j'ai travaillé en politique, je suis maire depuis 10 ans. 5 ans, c'est une éternité, je ne suis pas capable de répondre à ça. En fait, j'ai toujours dit, entre autres, pour vous n'excluez pas une possibilité de vous représenter? En fait, j'ai toujours dit que je prenais les mandats un par un. C'est quelque chose qui est très prenant. Je ne vous cache pas que c'est difficile pour la famille. C'est des choix qui se prennent en famille, simplement. C'est pas Marc-Alexandre Bousseau seul qui va décider ce qu'il fait dans 5 ans. Et si vous deviez choisir de changer de métier, qu'est-ce que vous aimeriez faire? C'est une excellente question parce que jusqu'à maintenant, j'ai dressé un peu mon profil tout à l'heure. J'ai fait plein de choses. Je me suis toujours intéressé à plein de choses. J'ai fait plein de choses. Alors, j'ai aucune idée de ce que ça sera par la suite. Vous n'avez pas d'idée? Non, aucune idée. La vie va me porter. La vie va vous porter. Alors, il faudra que la vie soit forte. Alors, pour terminer, j'aimerais actuellement juste savoir votre plus grand désir pour les Thetfordoises. Les Thetfordois, c'est bien ça? Oui, exactement. Quel est votre plus grand désir pour vous? Votre plus grand souhait? Ben, mon plus grand souhait, je pense, c'est vraiment qu'ils soient fiers de leur vie. Je pense qu'on a un bon bout de chemin fait là-dessus parce que sincèrement, ça n'a pas toujours été le cas. Les gens ont vécu difficilement la fermeture des mines, les problèmes financiers, les problèmes sociaux qui venaient avec une économie qui dégringolait. Alors, les gens ont eu une opinion assez négative de ce qui se passait ici pendant un certain nombre de décennies. Ben, maintenant, on est rendu ailleurs. Je veux que les gens soient fiers de chez nous, qu'ils soient les meilleurs porte-parole de notre ville. Le média de la diversité est très fier de vous avoir reçu aujourd'hui. Vous tend la main pour pouvoir être aussi votre voix et votre bouche. Qu'est-ce que vous dites? Votre message est très bien entendu. On est convaincu qu'on peut trouver d'autres occasions de collaborer avec vous. Alors, si vous étiez un animal, vous serez quoi? boy. Ben, je sais pas. Il faut que vous sachiez. Il faut que je sache. Ça nous prend une réponse. Tout le monde répond. Un lion, le roi de la jungle. Bienvenue au Cameroun. Celui qui mène, celui qui est le leader. Le patron. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça nous prend une réponse, monsieur le maire. Tout le monde répond. Un lion, le roi de la jungle. Bienvenue au Cameroun. Celui qui mène, celui qui est le leader. Le patron. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si vous étiez un arbre. Ben là, je suis pas fort en arboriculture, Seigneur. Bon, ça on peut passer. Si vous étiez un repas?
Si j'étais un repas. Si j'étais un repas. Oh boy, oh boy, oh boy. Vous avez des bonnes questions. Vous avez des bonnes questions. On va y aller avec. Je sais pas là. J'en ai aucune idée. Vous n'avez pas d'idée? Non. J'en suis désolé, mais j'ai aucune idée. Mais vous me faites chercher pour vrai, par exemple. Il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'on me souhaite Qu'est-ce que le monde peut retenir de vous, selon vous? En fait, non. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, encore une fois, à ma ville, c'est que ça se passe bien, qu'on soit à l'abri de certaines catastrophes que des gens peuvent, que d'autres villes peuvent connaître. Heureusement, ici, au niveau des catastrophes naturelles, on touche du bois, mais il y en a peut-être beaucoup moins qu'ailleurs. Sur celui d'Olimel? Oui, en matière économique, effectivement, on a quand même une entreprise très importante à proximité d'ici qui vit une fermeture. Donc, c'est sûr qu'on souhaite tout le bien du monde aux travailleurs qui y étaient. Heureusement, dans les circonstances, on tombe dans une perspective économique assez favorable pour ce qui est de replacer les gens. Donc, en espérant que plusieurs choisissent de s'en venir directement chez nous, là, pour ceux qui n'étaient pas directement dans notre région. Mais il reste que c'est quelque chose qui est évidemment malheureux. On souhaite juste du bonheur à tout le monde. Nous vous remercions de cette ouverture d'esprit. Nous vous remercions bien sûr et nous vous souhaitons un bon vent et tout ce que vous voulez pour vous, pour votre famille et pour vous. J'apprécie beaucoup. Merci d'être venu chez nous. Merci. C'était l'émission Tapis Blanc. Nous avons eu l'extrême plaisir de rencontrer Monsieur le maire de Thetford Mines, Monsieur Marc-Alexandre Rousseau, et à travers son discours, à travers bien sûr ses explications, vous avez compris qu'il ne dépend que de vous, chers téléspectateurs, chers amis, et d'ailleurs, chers frères de la communauté, à vous déplacer ici à Thetford Mines, qui est magnifique, je vous le garantis, où vous pouvez vous installer facilement et rapidement, où vous pouvez même être un membre du bureau de Monsieur le maire, car il en a besoin, il suffit juste d'appliquer, et où vous pouvez aussi travailler et faire grandir votre famille. En espérant vous revoir très très bientôt avec un autre invité qui sera sûrement un élu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très très bientôt. C'était Florent Lial, le communicant. Bye.